Et après, il fallait que je trouve le bus et je disais le bus, je connaissais rien, mais j'étais complètement il a dit en patois, je peux le dire en patois? «Calolobairo», ça veut dire: «Quelle lavandière!» En fait, quelle grande bavarde, cette petite. Bonjour Juliette, Bonjour. nous nous sommes rencontrés donc dans ton lieu de vie à Saint-Céré sur le tournage d'un film, hein. Nous faisions de la figuration avec le dernier film du réalisateur Guillaume Canet, Karma. Et donc en discutant, on a eu envie de te poser certaines questions. Voilà donc pour continuer donc, ben, voilà, d'où vient une petite paysanne ou jusqu'où est allée une petite paysanne. Puis surtout une petite paysanne dans des coins bien isolés quand même, parce qu'on était isolés, hein. Il faut pas penser quand je vois tout ce que font les enfants maintenant. L'autre jour, je déjeunais avec de la famille là pendant les fêtes et puis ma nièce qui a une petite fille, elle l'a pas eue très tôt. Oh, quand elle a raconté tous les trucs que faisait la gamine qui a 6 ans, mais c'était impressionnant, hein, et nous on faisait rien. On jouait tout seul, hein, et ma maman m'empêchait même quand j'étais ado de lire, parce qu'il fallait pas lire, parce qu'il fallait travailler. Elle me pi alors je lisais en cachette au moment de la vaisselle, mmh, j'allais aux toilettes avec un bouquin bien planqué et quand elle s'apercevait de ça, elle me prenait le bouquin et elle le cachait dans le blé. On appelait ça l'arc du blé, je pense que c'est pas un mot très français, mais bon, et elle enfonçait le bouquin dans le blé pour que je le retrouve pas. Je le retrouvais. Maintenant, on ferait pas ça. C'est fou comme histoire. Quand je pense à ça, la pauvre, elle travaillait tellement, mais il fallait voir comment elle travaillait. Jamais une journée, jamais, jamais rien, jamais une vacance, jamais rien. C'était impré alors par contre, pour être, un peu dans la chronologie, moi ça ne m'a jamais pesé vraiment parce que quand on a connu ça tout le temps donc si je fais un petit retour en arrière, dans ma petite enfance alors, toujours dans une ferme, je ne sais pas si je l'ai déjà expliqué comme il faut, en 43 donc, puisque mon père a été démobilisé en 40, au moment de la débâcle dont chacun a entendu parler, n'est-ce pas? Eh bien, je suis née en 43 dans cette ferme, familiale donc, et le frère aîné qui devait reprendre la ferme, lui, était prisonnier en Allemagne pendant 5 ans et mes parents sont restés là jusqu'au retour et je suis née là, dans cette ferme qui pour moi est un lieu magique d'enfance parce que j'y suis revenue en vacances souvent. C'était un lieu magique, moi, et ma grand-mère m'adorait parce qu'elle avait eu 3 garçons, elle était ravie d'avoir une petite fille. Enfin une fille dans la maison, alors j'étais gâtée, enfin «gâtée», entre guillemets, mais on sent quand on est apprécié, quand on est voilà, et mon grand-père, qui était un homme adorable, j'ai les photos, il disait, que paraît-il, ça je sais pas si c'est parce qu'on me l'a répété: «Elle est trop dégourdie cette petite, il lui arrivera quelque chose». Il m'est pas arrivé grand-chose d'extraordinaire, mais bon, il disait ça. Oh le pauvre pépé. Ah là 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 là. Oui, eh bien voilà, alors là, il y avait, dans cette période-là, juste avant la qui peut remonter d'ailleurs, que moi je n'ai pas connue puisque j'ai des photos, j'ai des documents sur la période, les militaires de la guerre de 14, mon grand-père paternel, mon grand-père maternel, parce qu'ils étaient voisins, ils se mariaient d'un village avec un autre village, hein, faut pas rêver, hein, et ma grand-mère maternelle, elle avait failli épouser un Normand, il lui plaisait peut-être pas, elle avait dit: «Non parce que je reviendrai jamais au pays». On bougeait pas comme maintenant et ça, c'est possible qu'elle ait dit ça.
Et ma grand-mère maternelle, elle était robeuse. J'ai appris ce mot assez récemment. C'est-à-dire qu'elle allait dans les maisons et elle faisait les vêtements des gens plus aisés, les «bourgeois» entre guillemets, des petits bourgeois. Elle leur faisait les manteaux, les machins. Ça c'est un terme très précis, robeuse. Il la prenait, la journée et voilà, il la nourrissait et elle cousait les vêtements des gens, vous voyez? Et ma grand-mère paternelle, qui était une maîtresse femme, qui avait qui avait été élevée par son père, ayant perdu sa mère très jeune, fille unique, et son père était ébéniste. C'est lui qui a fait mon arrière-grand-père donc, en 1800 je ne sais combien, j'ai une généalogie, mais a fait par exemple ce meuble dont j'ai hérité, ce petit meuble-là, qui est tout à fait ordinaire, mais auquel je tiens beaucoup. Vous voyez ce petit meuble-là qui est oui, et il était ébéniste et en même temps que paysan. À l'époque, certaines personnes avaient un petit peu de terre, 2 ou 3 vaches et faisaient, j'ai vu sur le truc de la mairie, de la gé ah, pour la généalogie là, qu'il était marqué ébéniste, paysan ébéniste, vous voyez? Donc il devait faire pour les gens aussi. C'est extraordinaire quand même, et on a retrouvé ces outils qui ont été abîmés parce que personne après s'en est servi. Il avait des outils quand même pour faire ce genre de travail, et il paraît qu'il était d'une sévérité extraordinaire, et il ne voulait pas que ma grand-mère, paternelle donc, se marie avec mon grand-père parce qu'il était pauvre. Et ma grand-mère a fait une fugue, elle est partie à Haut-Villars. Haut-Villars, c'est un couvent, en Corrèze, c'est pas très loin, et elle est revenue qu'à sa majorité pour se marier avec mon grand-père. Ça, c'était une histoire extraordinaire. Il paraît que c'était un couple, vraiment, maman qui a vécu, jusqu'en 45 là, elle a dit, ils s'entendaient vraiment très, très bien, et le grand-père, bah, le père, il a accepté finalement. C'était très important, les trucs d'argent, de mariage. Les anciens voulaient donner le la pour ces choses-là, hein, je pense. Ils donnaient beaucoup. Les filles, beh, elle avait du caractère, donc bon, voilà, et ensuite, elle m'a raconté, ma grand-mère, que, heu, ensuite elle a eu 3 garçons. À un moment donné, elle avait donc avant la guerre de 40, donc elle avait 7 hommes à la maison à entretenir. 7 hommes. Son mari, ça travaillait, il était voilà. Son père âgé, son beau-père qu'elle avait pris, ses 3 fils et un petit domestique. Alors les lavages et tout, et moi je me souviens après, donc quand j'étais un peu plus grande, que je revenais entre parenthèses en vacances, c'est pas des vacances, mais bon, et les lessives de la campagne avec le char à bœuf. On allait jusqu'à la Dordogne parce que c'était une maison isolée, on descendait, on traversait le petit village, et on allait jusqu'à, alors on ne faisait pas les lessives tous les jours, hein, avec les grandes corbeilles, et on allait taper, vous savez, à la Dordogne, on faisait bouillir le blanc et on allait, et moi je avec les bœufs, vous vous rendez compte un peu? Extraordinaire, hein? Ah ça, j'adorais ça moi, on allait à la Dordogne et puis on allait, je devais pas faire beaucoup de travail, mais ça m'amusait. Mais c'était du solide, et il fallait voir que la vie de ces personnes-là. Et alors, pour la petite histoire, puisque nous avons tourné le film, je vais faire une petite digression, puisque une grande digression, nous avons tourné le film à la Visitation, le film Karma à la Visitation. Ma grand-mère a été mise en pension à la Visitation. Elle a fait C'était ses études à elle, et il fallait voir comment elle écrivait. Et quand je suis partie à Rouen, elle me disait: «C'est dommage, je suis trop vieille, sinon je serais venue te faire la soupe». Te faire la soupe, vous vous rendez compte? Et il fallait voir, elle écrivait pas de faute et tout, chez les bonnes sœurs à la Visitation, et moi ça m'a fait, un petit peu d'émotion quand on est monté dans les dortoirs, parce que je me suis dit: «Mais ma grand-mère, elle est venue dans ces dortoirs». Vous vous rendez compte? En 1800 et quelques. C'est extraordinaire, hein? Ah décidément, hein. Ah ce film, c'était fou comme truc. Je l'ai raconté, je l'avais dit, mais bon, et donc voilà, donc elle a, beh, je sais plus jusqu'à quel âge parce qu'on n'allait pas à l'école, et elle a mis ses 3 garçons
à Gramat, chez les frères, pour, mon père le dernier qui était le cadet, parce que celui du milieu, il était déjà marié, il avait des enfants, mais enfin après à être allé chez les frères là, chez les frères à Gramat. Alors les bonnes sœurs à Saint-Céré, les frères à Gramat, hein. Et c'était sévère d'après ce que me racontait mon père, ça rigolait pas, hein. Mais après il a passé son certificat d'études au lycée de Saint-Céré. Alors vous voyez, ils étaient pas riches, mais il y avait du sens de ce qu'il fallait faire pour progresser, pour être dans la bonne, direction, quoi. Voilà. Ah mais elle savait tenir sa maison, moi, elle. Ouh là 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 là. Et alors j'avais son livre, malheureusement, je sais pas, on l'a égaré dans tous nos bazars de déménagement, heu et j'y tenais beaucoup. Alors comment une jeune fille de bonne famille, voilà, à la Visitation, tenait une maison, devait tenir une maison. Oh c'était ça m'a fait de la peine parce que je le retrouve pas. Je l'avais il y a pas si longtemps, mais on a déménagé quand on a fait les travaux et je le retrouve pas. Voilà, ça c'est de la période ancienne quoi, vraiment très ancienne, voilà. Et elle avait ça faisait beaucoup parce que les personnes très âgées là, vous voyez, son père, son beau-père, hein, et ben, on les gardait à la maison. Fallait quand même les entretenir un peu. C'est fou, hein? Alors que maintenant moi quand mon mari a été malade en 2002, il a eu son AVC très grave à 8 jours de sa retraite à 65 ans, et les gens me disaient: «Madame, mais vous pourrez pas le garder, placez-le». L'air de dire: «Jetez-le». C'est fou ça, placez-le. Les gens ne veulent plus garder. Moi j'ai gardé mon mari jusqu'à la fin, hein? 22 ans, 23 ans. Ah attends, il avait récupéré un peu, bon là les derniers temps non, mais quand même, non, placé, jeté, voilà maintenant. Mais ils avaient pas le choix de toute façon, hein. Mettez quelqu'un dans une EHPAD, en région parisienne, vous allez voir ce que ça coûte. En plus, les scandales mis à part, hein. Voilà, voilà, on suit. Voilà, donc ça, c'était la période, puis après il y a eu la guerre, il y a eu mon oncle, ça je ne l'ai pas encore raconté, quand mon oncle est rentré de prisonnier, je revois cette scène extraordinaire, mais j'avais rien compris moi, hein. Je vois cet homme qui revient, il avait une petite musette, c'était peut-être pas très éclairé dans la grande pièce, tout le monde autour et tout le monde était là, c'était l'enfant prodigue qui revenait, bien sûr, la maman, les parents, faut se mettre à la place. C'est long 5 ans quand même, hein, je trouve. Donc on se rend pas compte maintenant, mais hein, c'est vrai qu'il valait mieux être dans une ferme, paraît-il, qu'ailleurs, hein. Et voilà, alors et moi je parlais, parce que j'ai parlé très tôt, comme toujours, un peu trop. Et mon oncle a dit: «Eh ben voilà, mais quel olobairo! Oh, quelle bavarde quoi, quelle lavandière à étape sur ton battoir et qui bavarde en allant faire les lessives au bord de l'eau, n'est-ce pas?» Oh là là, mais j'ai connu ça. Vous savez quand on a une espèce de banc là, de truc, vous l'avez déjà vu ça? Et on tape et on frotte et machin et on rince à l'eau et machin, à la Dordogne. C'était une drôle d'époque. Il m'en est arrivé avec des aventures. Ils avaient un peu de terrain dans l'île des Escouannes. Alors, et un jour, j'étais avec ma grand-mère, mais j'étais un peu plus grande, et il y avait un pontonnier, enfin un gars alors il y avait un bac, et on mettait la charrette sur le bac. La charrette avançait sur le bac, hein, et ça, je l'ai vu puisque j'y étais. Et il buvait beaucoup, paraît-il, ce monsieur. Il y avait une espèce on appelait ça une chèvre, c'est pas une chèvre, je sais plus comment, un grand mât qui accrochait les cordages là, pour faire traverser la Dordogne à un certain endroit, je sais où c'est, mais c'est fini ce temps-là depuis longtemps. Et pour aller dans l'île de l'autre, et un beau jour, on a dérivé, 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 tellement dérivé que, et nous, il a fallu qu'on nous récupère, je sais pas tout ça, c'était panique à bord, il paraît que c'est arrivé plusieurs fois, nous récupère dans des barques, et je sais pas comment ils ont fait avec la charrette et tout ça, je sais pas. Enfin, c'était épique tout ça, hein. Voilà, voilà. Bon, et ensuite, bah, il y avait toujours, nous sommes partis. Moi, j'ai pas tout compris, il a fallu qu'on parte et qu'on trouve une autre ferme, pas très grande, qui faisait 6 ou 7 hectares. Alors, c'est là que nous sommes devenus
des métayers et moi, j'ai eu souvent envie d'écrire «La fille du métayer», voilà. Mais bon, ça m'a pas tr mais les gens étaient corrects dans le village. Alors dans les villages, il y avait l'instituteur et le curé. Ça, j'ai connu ça, hein, ça, l'instituteur. Le curé qui disait en chaire comment il fallait voter. Ouais. Bon, comme moi, à l'époque, quand j'étais gamine, ouais, ça m'intéressait et mes parents de ce village-là, ils allaient voter parce qu'ils avaient pas changé. Après, ils ont dû changer, mais ils allaient voter à bicyclette, à je sais pas combien de kilomètres, au premier village encore. C'était tout un événement cette histoire de vote. Mais bon, moi, étant gamine, ça m'interpellait pas du tout. Ouais, c'était voilà, voilà. Par contre, dans cette deuxième ferme où j'étais grande un peu plus grande, préado avant de partir en sixième, quoi. Eh bien, je j'ai des souvenirs, c'était, oh, alors vous n'avez pas entendu parler de ça parce que vous êtes peut-être pas d'origine, rurale. On faisait ce qu'on appelait les finières. Le foin, on le rassemblait avec un râteau. On appelait ça des rédoles en patois. On faisait comme des cordeaux comme ça et et ensuite, il y avait pas encore les bottes, hein. On bottelait pas encore et ensuite, on ramassait tout ça. Alors dès que ça menaçait un orage, par exemple, même en soirée, on partait vite rateler, ces cordeaux-là et faire des tas de comme ça de oh puis alors l'odeur et tout. Si tu passais en juin, à l'heure où la lune se lève sur les meules rondes qui sont les dunes de mon pays, tu sentirais à leur parfum s'ouvrir ton cœur. Hein? Colette. Oh, c'était il y avait des odeurs au moment où on fauchait le foin, où on raclait, tout ça extraordinaire. Mais moi, j'avais pas de c d après j'ai eu un petit frère, mais qui est né à cette ferme dans cette ferme-là, mais on a quand même, 9 ans de différence. Alors, bon, c'était un petit gamin, hein, mais moi, j'avais pas de gens de mon âge pour jouer, j'étais pour ça je gambergeais dans ma tête. Et alors après, quand j'étais un peu plus pas bien plus grande, mais que je me trouvais là, à ces moments-là, eh bien, les râteaux faneurs. Oh, c'est le râteau. Alors avec le cheval Pompon, moi en plein soleil pour bronzer, en short. Maman, elle aimait pas que je me mette en short, ah non, 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 non. Les filles qui se mettent en short, j'en avais pas beaucoup de shorts, mais pour bronzer, il vaut mieux être en short qu'en robe longue, bien entendu. Et alors en plein soleil, je faisais les rédoles là, ah ouais, c'était et Pompon, il avançait Pompon et moi en plein soleil, bon, bon. Par contre, on avait un patron, notre patronne était pharmacienne. Les pharmaciens, c'est comme bon, pharmacienne et lui, il était pas pharmacien, mais il était alors après, quand il y a eu l'arrivée comment dirais-je? Alors au début, il y avait pas de quand on faisait la meule, le dépiquage, tout ça. Et on ne met on fauchait encore les blés avec, une machine, mais pas quand le tracteur est arrivé, alors là, c'était fabuleux, fabuleux. Ferguson, vous connaissez Ferguson? Tracteur Ferguson qui était mais à clé! Mon père n'avait pas le droit de s'en servir. À l'armée, il avait le droit de conduire, les officiers en sidecar, hein, mais là, il avait pas le droit de conduire le tracteur, c'était réservé au patron. Alors moi, je commençais à devenir ado, je dis: «Quand même, hein, oh, 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 tu vas pas te laisser faire, c'est pas possible». Oh, c'était très pénible ça, c'était vraiment fallait attendre des ordres pour aller vendanger, de tout, de tout. Oh là 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 là! Il se prenait un peu pour un petit hobereau là hein, alors que franchement, non. Elle était plus sympa, mais bon. Ah ouais, ouais, voilà, c'est une époque, qui reste très imprimée dans ma tête, hein. Bien entendu, c'est normal, non? Hein? Voilà. Bon, mais j'ai des sou ah oui, si vous voulez que je vous raconte quand même, on était traités un peu en subalterne, hein et il y avait 2, ils avaient 2 filles. 2 filles, un peu plus âgées que moi, 5 ans et l'autre 2, enfin, moi j'étais la dernière. Alors on me donnait les habits, mais on me disait alors je trouvais ça super moi parce que c'était des belles choses, hein. Enfin ouais, la troisième fille qui peut voilà.
Mais elle le faisait avec beaucoup de c'était agréable. Bon, mais la grande se fian ah oui, alors ils avaient une bonne, bien sûr et alors, ils ont pris alors quand elles étaient dans une école religieuse à, comment dirais-je? À Aurillac, Sainte-Geneviève, gants blancs, machin. Alors maman, quand je suis pas ah oui, parce que comme il y avait pas la deuxième pa ah oui, parce que l'année du brevet à Saint-Céré, on passait le brevet, c'était quelque chose à l'époque. Nous étions 53 à passer le brevet. On devait avoir 2 classes, je me rappelle plus bien. Enfin, on était 53. Mais il y avait 2 sessions. Moi, j'ai eu le brevet à la première session, mes parents devaient être très fiers certainement, j'imagine. J'ai eu un Solex. Vous vous rendez compte? Un Solex. Ah ben ça, c'était un cadeau, hein. Et donc on passait du cheval au Solex. C'était extraordinaire. Mais bon, voilà. Et puis ma maman, elle demande à sa patronne, elle dit: «Mais, Juliette, ça se pour qu'elle soit bien élevée et tout dans tout si on la mettait à Sainte-Geneviève, à Aurillac». Elle lui dit: «Non, Marie-Jeanne, la mettez pas à la Sainte-Geneviève parce qu'elle serait pas dans son élément, elle serait pas bien là». Il y avait encore les voilà et quand la grande alors les filles, elles étaient très bien élevées et alors elles ont pris des cours de maths et de physique, mon pauvre. Toutes les vacances, la bonne les amenait au pont de Carénac, là-bas, je sais pas combien de kilomètres, chez une mademoiselle du Noyer pour prendre des cours de maths et des cours de physique. Ah bah, dis donc, hein, et la bonne les accompagnait. À toutes les 3, elles allaient à bicyclette. La bonne, elle prenait pas les cours de maths, bien sûr. Elle attendait les petites et prenait les cours de maths. Après, il y en a une qui est devenue pharmacienne et l'autre je sais pas quoi, mais enfin, dis donc, bon. Enfin bref, mais c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais raconter, c'est une histoire, un peu plus un jour, on vit alors la grande, elle rencontre un jeune homme de Montpellier, une grande famille. Ils ont fait une salle énorme pour les fiançailles. Ils avaient embauché, c'était dans le milieu médical, hein, tout ça, ouais. Alors, ils avaient embauché des dames pour faire la vaisselle. Alors on est venu me chercher, ils n'arrivaient plus à suivre pour faire toutes ces vaisselles et tout. Il y avait pourtant que 11 invités. Mais des piles comme ça de vaisselle. J'ai aidé à faire la vaisselle. Elle a dû me donner quelque chose, je ne me rappelle plus. Bon, ça s'est passé. J'étais un peu surprise, mais après, on me dit: «Ben, le mariage». Bon, on m'invite. Bon, j'étais toute contente quand même, hein. Je sais pas, je devais avoir 16 ans, je me rappelle plus. Je me rappelle la robe que je me suis acheté une robe où c'est mes parents qui ont payé. Là, chez des voisins, il y avait un truc super là, je m'achète ma robe que j'ai mise pendant des années. Bon, voilà. Ben, c'était pour garder les enfants dans la salle à côté, enfin c'était ouvert. Et j'étais à la table avec tous les le jour du mariage de tous les enfants. Et quand tout ça, ils ont commencé la musique, à danser tout ça, la petite Juliette, comme Cendrillon, elle est vite repartie à la maison. On mélangeait pas les torchons et les serviettes. Voilà, voilà et ça reste imprimé quand même, hein. On ne l'oublie pas. Ouais, c'est ça. C'était quand même c'est pas si vieux, hein. C'est quand même incroyable, hein. Hein? Mmh. Ah ça, j'avais avalé un peu de travers quand même. J'ai vite compris qu'on m'avait prise pour, heu, j'étais invitée, tu parles, pour garder les gosses à la tablée, la tablée des gosses. C'est marrant quand même, c'est ouais. Ouais, mais bon, c'est comme ça, la vie. Ben voilà, voilà les alors ensuite et ben, voilà, il y a eu l'école et puis le départ à Rouen et voilà. Et voilà, voilà, voilà. Donc Juliette, est-ce que tu aurais une chanson ou un livre qui t'aurait marqué à nous partager? Heu, un livre, oui, c'est très étrange d'ailleurs, qui m'a marqué quand j'étais à l'école primaire, je pense, c'est Maroussia. C'est un livre d'un Ukrainien, bizarrement,
Et alors je vais faire une petite digression comme d'habitude. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé sur le film pendant que nous attendions. Ma fille Nathalie, qui s'appelle Nathalie, me dit: «Mais prends quelque chose parce que tu sais, il y a des temps morts, tout ça, tu vas t'ennuyer». Je prends pas un roman parce qu'il faut pas être coupé. Je prends un livre de poésie qu'on m'avait offert et bon, j'ouvre ce livre et je me trouve à côté d'Isabelle Couturier. Tu vois pas qui c'est? La blonde un peu mince là, qui est juste à la retraite. Elle me dit: «Qu'est-ce que tu lis?» Bah, je dis ça. Je lis ces poèmes là, beh, ces traductions en français d'un russe, d'une russe, pardon. Alors, ah ben, elle me dit: «Je vais te réciter un poème en russe. Est-ce que le roi René, il est à l'int» oui, oui, il y est, mais en français, traduit. Et du coup, nous avons parlé de Maroussia et j'ai appris plein de trucs, c'est étrange quand même, avec le film, vous voyez? Oui, bah, sinon au niveau de chansons, bah, oui, quand on faisait les dépiquages, les meules, les fêtes de ces fêtes-là, alors, quand j'étais chargée, je l'ai peut-être dit tout à l'heure, je ne sais pas, de servir à boire à ces travailleurs, bien sûr. Alors ils chantaient: «Quand la Madelon vient de nous servir à boire», voilà, bon, ça remonte à loin tout ça. Oui, oui, c'était mignon. Bon, mais ils étaient très gentils, hein. Moi, j'ai jamais trouvé, maintenant je sais plus ce qui se passe, tous les hommes sont devenus méchants, d'après ce que j'entends. Bah, ça doit, hein, mais moi j'ai pas connu ça, alors je ne peux pas le dire. Je les ai trouvés bienveillants, normaux, mais bon, je sais pas. Voilà, c'est tout. Alors on n'a pas fait les mêmes rencontres, hein, c'est tout, sans doute. Voilà. Mmh. Donc, si je te parle du ciel, qu'est-ce que t'évoque le ciel? Oh bah, les étoiles, Les étoiles? Si je te dis la terre? la terre, la fécondation, la récolte. Le grain, les plantes, voilà. Et si je te dis le côté masculin, représenté symboliquement par le côté droit? Alors le côté masculin, la force, Et le côté féminin, côté gauche? la douceur un peu, la tendresse. Eh ben, on va terminer sur ce joli mot de la tendresse. Merci beaucoup, Juliette, pour ces belles anecdotes de vie. Merci. Merci à toi. Ça doit être un peu brouillon, hein? Non? Très beau. Non? J'ai fait un peu comme c'est venu, parce qu'après, c'est vrai, c'est dans la foulée, Ouais. faut pas être. On posait une question et toi tu partais sur plein d'anecdotes. Moi j'avais peur de devoir poser 10 000 questions parce que c'est pas facile. Et toi tu partais, donc c'était génial quoi. T'as mené le truc tambour battant, c'était parfait. Non, c'était bien. T'as fait ça toute ta vie, quoi. Ouais. Ah ouais, franchement. Ah ben, alors, si j'avais. Oui, c'est peut-être aussi parce que j'ai fait du théâtre aussi. Oui, peut-être. Ça y Je fait pense que beaucoup. ça joue, ouais. Hein, et j'ai fait du théâtre, vraiment à la MJC, c'était un vrai bonheur parce que mon mari faisait les décors. On a fait des C'était trucs, Roger Hart. hein? C'était Roger Hart. Les décors sont de Donald Ah, c'est Cardwell. Donald Cardwell, ouais. Et les costumes, Roger Hart. De Roger. Non, costume de Roger. Ouais, Je ne sais pas, je sais pas. Non, non, mais c'est-à-dire que on était dans ce petit village, très isolé, enfin isolé parce que, les gens j'ai trouvé d'ailleurs très étrange quand je suis revenue en 75. Je venais en vacances chez mes parents, mais les vacances, c'était pas pareil. Mais, quand, on est revenu définitivement dans le Lot en 75, dans le village, c'était plus déjà comme avant. C'était plus comme avant. J'ai trouvé, les gens il y avait un petit bourg, une petite le soir, si on les premiers temps, les gens se réunissaient l'été dehors, mais le problème, c'est que, bah, je sais pas, les gens ne parlaient plus, on n'entendait plus l'occitan comme avant, alors que moi, c'était resté dans mon oreille et parce que moi, je comprends tout mais c'est savoureux, c'est extraordinaire parce que mes parents parlaient comme ça entre eux, et je le parle très mal, mais je comprends tout. Je ne sais pas bien le lire, mais je comprends tout. Dans les mots j'ai assisté à une conférence une fois, un gars qui venait de c'était merveilleux parce que c'était
Alors, à part un ou 2 mots qu'il a expliqués, mais moi je comprenais vraiment, mais c'est fini les gens, c'est fini, c'est fini. C'est une époque qui a basculé quoi, complètement. Et alors même les paysans entre eux, comme les jeunes ne parlaient plus, c'était bon, même si on se retrouvait un peu, bon, j'ai même m'est arrivé d'aller aider à faner. Dans faner, c'est le foin. Je sais pas si vous savez ça. Si vous êtes de la ville, vous n'avez pas connu tous ces trucs. Non, mais vous avez connu autre chose, c'est ça, c'est la vie. Mais ça reste, on est imprégné de ça.